Il y a une chose dont un régime a besoin, avant tout, pour survivre. Ce n'est pas l'armée, ce ne sont pas les missiles, c'est l'argent. Et Israël vient tout juste de frapper précisément l'endroit où commence l'argent du régime iranien. Ces images que vous voyez ont été filmées par des civils iraniens. Le feu que vous voyez est réel. C'est la plus grande attaque contre l'Iran depuis des décennies. Cet endroit a un nom. South Pars, un champ de gaz situé dans le golfe Persique et qui n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est le plus grand champ de gaz naturel de la planète. Pour avoir une idée de l'ampleur de cela, ce seul champ représente une part énorme de toutes les recettes que le gouvernement iranien utilise pour se maintenir au pouvoir, pour payer ses soldats, pour financer ses alliés répartis à travers le Moyen-Orient, et pour soutenir toute la structure du corps des gardiens de la révolution islamique. Sans l'argent provenant du gaz et du pétrole, le régime iranien ne fonctionne tout simplement pas. C'est aussi simple que ça. Et South Pars se trouve à un endroit stratégique. Il est partagé avec le Qatar, un petit pays du Golfe, qui est l'un des plus grands exportateurs de gaz au monde. Cette division a toujours été une source de tension, mais aussi d'équilibre. Aucun des deux côtés n'avait intérêt à détruire ce qui alimentait l'économie des deux. C'est du moins ce que l'on croyait. Maintenant, pour comprendre pourquoi Israël a attaqué précisément ce point, il faut remonter un peu dans le temps. La guerre a commencé le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l'Iran. Le premier jour, le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué, laissant le régime sans direction. Quelques jours plus tard, le fils de Khamenei, Mojtaba, a été choisi pour prendre la place de son père. Mais l'Iran n'a pas reculé, bien au contraire. Dans les jours qui ont suivi, l'Iran a répondu avec des missiles, des drones et des tentatives de fermer le détroit d'Ormuz. Ce passage par lequel transite environ 20% de tout le pétrole mondial. La guerre est devenue une épreuve de résistance, chaque camp essayant d'affaiblir l'autre. Les États-Unis et Israël détruisent des bases et des dirigeants iraniens. L'Iran essaie d'augmenter le prix du pétrole, d'arrêter le commerce maritime et de faire pression sur les alliés de l'Occident. Pendant 20 jours, Israël avait attaqué des cibles militaires, des bases, des dépôts de missiles, des centres de communication. Mais il restait une limite que ni l'un ni l'autre n'avait franchie. Toujours les installations d'énergie, de pétrole, de gaz, les veines de l'économie mondiale. Attaquer ces points signifiait porter la guerre à un tout autre niveau. Cela signifiait risquer une crise énergétique mondiale. Cela signifiait que le prix que tout le monde paierait à la pompe à essence allait fortement augmenter. Mais, au 20e jour de la guerre, Israël a franchi cette ligne. Les forces israéliennes ont lancé une attaque directe contre les installations de production de South Pars, le plus grand champ gazier du monde, situé sur le territoire iranien. Ce n'était pas une attaque symbolique. Ce n'était pas un avertissement, c'était une opération calculée pour frapper le cœur économique du roi et cela a fonctionné. Les flammes que vous avez vues au début de cette vidéo ne proviennent pas d'une bataille ordinaire, elles viennent de l'endroit où commence une grande partie de la richesse qui soutient le régime iranien, et cela depuis des décennies. Des civils iraniens qui vivaient près de la région ont filmé le feu et la fumée avec leur téléphone portable. Ces images ont fait le tour du monde en quelques heures, car l'attaque contre South Pars n'était que le début. Ce que l'Iran a fait en réponse, dans les heures qui ont suivi, a peut-être été la plus grande erreur stratégique du régime depuis des décennies. Reste jusqu'à la fin, ça change tout. La première réaction n'est pas venue d'Iran, mais de Donald Trump. Le président américain a publié sur les réseaux sociaux que les États-Unis n'étaient pas au courant de l'attaque contre South Pars avant qu'elle n'ait lieu. Il a dit qu'Israël avait agi de son propre chef, mais des personnes impliquées dans l'opération ont raconté une histoire différente. Une source israélienne a affirmé que l'attaque avait été coordonnée avec les Américains. Une source américaine a déclaré que les États-Unis étaient au courant du plan. Mais peu importe qui savait quoi, le résultat était le même.
Le South Pars avait été attaqué et maintenant, l'Iran devait réagir et c'est là que le régime iranien a commis une grave erreur. Au lieu de concentrer sa riposte sur des cibles qui auraient-ils causé plus de dégâts militaires à l'Occident, l'Iran a décidé de montrer sa force en attaquant les installations énergétiques de ses voisins du Golfe. Des missiles et des drones iraniens ont été lancés en direction du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. La cible principale était le complexe de Ras Laffan, au Qatar, qui était le plus grand terminal de gaz du monde. Et l'Iran a réussi à causer des dégâts réels. L'attaque contre Ras Laffan a détruit une partie de la capacité d'exportation du Qatar. Le président de Qatar Energy a confirmé qu'environ 17% de la capacité d'exportation de gaz du pays avait été touchée. Avec des pertes estimées à 20 milliards de dollars par an, le marché de l'énergie a réagi immédiatement. Le Brent, qui est la référence mondiale des prix, a grimpé à 115 $ le baril. Sauf que l'Iran vient d'attaquer un pays qui n'était pas son ennemi. Le Qatar est un pays du Golfe qui, bien qu'il ait eu des différends avec l'Iran par le passé, n'était pas impliqué dans le conflit. Il n'a pas envoyé de troupes, il n'a pas non plus fourni de bases pour les attaques américaines et israéliennes. C'était un pays neutre, qui avait simplement la malchance de partager le même champ gazier avec l'Iran, et le régime iranien a décidé de l'attaquer quand même. La réponse du Qatar a été rapide et ferme. Le gouvernement qatari a expulsé les représentants militaires de l'ambassade iranienne à Doha et leur a ordonné de quitter le pays sous 24 heures. L'Arabie Saoudite a été encore plus directe. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a déclaré publiquement que le peu de confiance qui restait encore en l'Iran avait été complètement détruit, et il est allé encore plus loin. Il a averti que Riyad et d'autres capitales du Golfe disposèrent de la force militaire nécessaire pour répondre avec fermeté, si les attaques iraniennes ne cessaient pas immédiatement. Pensez à ce que cela signifie. L'Iran a passé des décennies à essayer de construire une certaine relation avec ses voisins arabes, tentant de se présenter comme un pays important et respecté dans la région. En une seule attaque, il a détruit tout ce travail, transformé des pays qui étaient neutres en ennemis potentiels, et il a fait cela à un moment où il était déjà en train de perdre la guerre. Trump avait encore un message à faire passer. Si l'Iran attaquait à nouveau les installations énergétiques du Qatar, les États-Unis allaient, selon ses propres mots, faire exploser complètement tout le champ gazier de South Pars, avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ou connues. Ce n'était pas une suggestion, c'était une menace en majuscule. Le même site que Israël avait partiellement attaqué pourrait être complètement détruit par les Américains si l'Iran insistait. Et tandis que l'Iran s'isolait dans le Golfe et recevait des menaces des États-Unis, à l'intérieur, le régime s'effondrait. Les hommes qui pourraient sauver le régime étaient éliminés. En 20 jours de guerre, les forces américaines et israéliennes ont éliminé les principaux dirigeants du régime iranien. Ali Larijani, le chef de la sécurité du pays, et l'un des hommes politiques les plus expérimentés d'Iran, a été tué lors d'une attaque israélienne. Avec sa mort, l'un des rares ponts possibles entre l'Iran et l'Occident a tout simplement disparu. Gholam Reza Soleimani, le commandant des forces Basij, qui sont la force paramilitaire du régime, a également été éliminé. Esmail Katib, le ministre du renseignement iranien, a été tué lors d'une opération israélienne. Le président iranien lui-même a confirmé publiquement ce qu'il a qualifié d'assassinat lâche de son ministre, 3 figures centrales de la sécurité et du renseignement iranien ayant été tuées en moins de 3 semaines. Et par-dessus tout cela, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, choisi à la hâte après la mort de son père le premier jour de la guerre, n'était pas encore apparu publiquement en vidéo, seulement à travers des communiqués écrits. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nouveau dirigeant était blessé, probablement défiguré, et que l'absence de vidéo et de voix était un signe clair de ce qui se passait, a-t-il déclaré.
Pourquoi un pays doté de caméras et d'enregistreurs vocaux ne publie qu'une déclaration écrite? Vous en connaissez la raison. Réfléchissez-y une seconde. L'homme qui aurait dû apparaître à la télévision iranienne pour dire à son peuple que tout va bien, que l'Iran est fort, que le régime va tenir bon. Cet homme n'arrive même pas à montrer son visage. À Téhéran, des familles ont perdu des proches lors des attaques, des quartiers entiers ont été touchés. Et le dirigeant qui devrait parler à ces personnes est caché, blessé, incapable d'apparaître en public. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est l'effondrement d'une image que le régime a mis 40 ans à construire. En 20 jours de guerre, les États-Unis et Israël, ensemble, ont détruit plus de 15 000 cibles à l'intérieur de l'Iran. 15 000. Cela fait une moyenne de plus de 750 cibles par jour. Chaque jour sans interruption. 90% des défenses aériennes iraniennes ont été détruites. 70% des lanceurs de missiles éliminés. Les lancements de drones ont chuté de 95% par rapport au premier jour. Et la marine iranienne a été pratiquement rayée de la carte. Plus de 100 navires ont été détruits ou endommagés, avec 90% des défenses aériennes iraniennes hors de combat. Les Américains n'avaient plus besoin d'avions furtifs pour survoler l'Iran. Ils ont envoyé les B-52, un bombardier de plus de 70 ans, énorme, lent, sans aucune technologie furtive. Et il est là, en train de voler librement. Avec lui, il y a les Beyond Lancet et les Addis Warthog, des avions d'attaque au sol qui n'entrent en scène que lorsque le ciel est déjà complètement dégagé de toute menace. Envoyer un B-52 au-dessus de l'Iran n'est pas seulement une décision tactique, c'est un message. Vous ne pouvez plus nous arrêter. Les Américains ont également utilisé des missiles Attack-MS pour couler des navires iraniens, y compris un sous-marin. C'était la première fois dans l'histoire qu'un missile de ce type était utilisé pour couler un sous-marin. Et ils ont lancé des bombes perforantes de 5000 livres contre les bunkers de missiles iraniens le long du détroit d'Ormuz. Les bombes ont pénétré et détruit tout ce qui se trouvait à l'intérieur. L'Iran a tenté de riposter. Un F-35 américain a été touché par des tirs iraniens lors d'une mission de combat et a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur une base américaine dans la région. C'était la tentative du régime de montrer qu'il pouvait encore atteindre les meilleurs chasseurs du monde. Mais l'appareil a atterri, la mission a continué, et les attaques aussi. Sur le champ de bataille, l'Iran est en train de perdre. Mais en dehors de celui-ci, la situation n'est pas meilleure. Chaque mouvement de l'Iran pour montrer sa force a abouti à plus d'isolement, plus de pression, plus de destruction. La stratégie du régime visant à rendre la guerre trop coûteuse pour l'Occident échoue. Et savez-vous pourquoi? Parce que le prix que l'Iran lui-même paie est bien plus élevé. Les prix du pétrole ont flambé aujourd'hui en raison de la montée des tensions, le Brent. Les marchés de l'énergie, oui, sont en panique. Le pétrole a atteint 115 $ le baril. C'est réel et cela affecte le monde entier. Mais l'Iran a perdu les South Pars, a perdu ses principaux dirigeants de la sécurité et du renseignement, a perdu des alliés dans le Golfe et a un nouveau dirigeant, qui n'arrive même pas à apparaître en public. Les prix du pétrole vont chuter lorsque la guerre sera terminée. Le régime iranien pourrait ne pas survivre. Pour voir ce moment, il faut s'arrêter ici pour comprendre ce qui se passe vraiment. Parce qu'au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'une guerre. Elle parle de ce qui se passe lorsqu'un régime qui a construit toute son identité autour du mot résistance est enfin mis à l'épreuve pour de vrai. Le régime qui, pendant des décennies, a construit son image sur sa capacité à résister, qui a survécu à des sanctions, à l'isolement et à des guerres en utilisant des pays alliés comme pions, fait maintenant face à quelque chose de différent. Ce n'est pas une pression économique venant de l'extérieur, c'est une guerre directe, sur son propre territoire, contre les deux plus grandes forces militaires de l'Occident, agissant ensemble. La directrice du renseignement des États-Unis elle-même a admis devant le Sénat que le régime est toujours debout, mais très affaibli. Autrement dit, il n'est pas encore tombé. Mais ce qui se passe maintenant n'est pas une guerre qui se termine par une reddition formelle, c'est un démantèlement lent,
pièce par pièce, de tout ce qui soutenait ce régime. Quand on perd sa direction dans les 20 premiers jours d'un conflit, on ne se remet pas rapidement. Quand on attaque des pays neutres et qu'on les transforme en ennemis, on ne regagne pas cette confiance en quelques semaines. Quand votre principale source de revenus est attaquée, vous ne reconstruisez pas une économie en quelques mois. L'effondrement a déjà commencé. La question maintenant n'est pas de savoir si cela va arriver. La question est de savoir combien de temps cela va prendre et ce qui émergera de l'autre côté. Tu te souviens de ce qu'on a dit au début ? Qu'avant tout, un régime a besoin d'argent ? Le South Pars, c'était cet argent, et maintenant il est en flammes. Maintenant, je veux connaître ton avis. Tu penses que le régime iranien va survivre à ce conflit ? Donne ton avis en commentaire. Et, en parlant d'effondrement, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement comment les États-Unis font en sorte que cela arrive. Ce n'est pas seulement une guerre, c'est une opération chirurgicale pour démanteler pièce par pièce tout ce que l'Iran a construit en 40 ans. Les chiffres sont absurdes. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se cache derrière les gros titres, partage-la avec quelqu'un qui veut aussi savoir ce qui se passe vraiment au Moyen-Orient. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. La guerre est loin d'être terminée, et il y a encore beaucoup à venir d'ici la prochaine fois.